Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les géants de l'industrie pétrolière face aux villageois en Amazonie. En somme, David contre Goliath. Eh bien, en fait, la situation n'est pas aussi caricaturale qu'elle n'y paraît. Au fil du temps, les rapports de force s'apaisent et s'installe alors un ordre politique et économique plus ou moins précaire. Ce sont les résultats d'une très longue enquête terrain effectuée par Doris Buossao, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille et autrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS intitulé « Le capitalisme au village, pétrole, État et lutte environnementale en Amazonie ». Bonjour Doris Buossao. Bonjour. Pourquoi ce terrain dans le nord du Pérou, c'est ça ? Il se trouve que c'est un terrain donc à la frontière avec l'Équateur, en Amazonie, de l'autre côté de la cordillère andine par rapport à la capitale, où on extrait du pétrole depuis 50 ans. Ouais, et il y a beaucoup de pétrole là-bas ou... Il n'en reste plus beaucoup, après 40 ans, 50 ans d'exploitation. Mais c'est effectivement la réserve la plus importante au Pérou, qui n'est pas le pays le plus gros producteur de pétrole en Amérique latine. Non. Quels sont les rapports justement entre ces villageois et ces pétroliers ? Alors, c'est des villageois qui, en fait, habitent ce qu'on appelle des communautés natives, c'est-à-dire des villages indigènes, des villages autochtones. Communautés natives. Les Andoas ? Alors, Andoas, c'est à la fois une ethnie et le nom d'une de ces communautés natives, qui a donné le nom au site pétrolier de Andoas, là où j'ai enquêté, donc tout au nord du Pérou. Et c'est des rapports très ambivalents, en fait. Il se trouve que la concession pétrolière se superpose au territoire de ces communautés. Et donc, on y extrait du pétrole, mais en même temps, vous avez ces gens qui habitent autour et qui sont impactés par l'activité pétrolière. La première fois qu'ils arrivent, les pétroliers, est-ce que les villageois sont consultés ? Est-ce qu'ils disent oui ou non ? Alors, la première fois que les pétroliers arrivent, c'est il y a 50 ans. À l'époque, les communautés natives, ce statut légal des villages indigènes n'existe pas encore. Ouais. Donc, bien sûr qu'ils ne sont pas consultés. Là, aujourd'hui, quand il faut renouveler la concession d'exploitation, oui, on les consulte, parce que c'est un droit qui est reconnu par l'Organisation internationale du travail. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est là que ça se complique, c'est que ces personnes, en même temps qu'elles sont impactées sur leur territoire, que les eaux sont polluées par des déversements de pétrole, etc., ce sont des personnes qui, de plus en plus, travaillent sur ce site pétrolier. On a de plus en plus d'autochtones qui se revendiquent aussi comme ouvriers et qui réclament un droit à travailler comme une forme de compensation, de rétribution, de réparation juste face à l'impact écologique. Donc, à la rigueur, ils acceptent la présence des pétroliers, mais à une condition, c'est qu'ils en profitent professionnellement, c'est-à-dire qu'ils aient une activité professionnelle, c'est ça ? Voilà, ou alors d'autres formes de compensation, par exemple l'accès à des services sanitaires, des services éducatifs. Voilà, prendre l'avion, par exemple, quand on a besoin de se déplacer, on utilise les systèmes de transport de ces pétroliers. C'est quoi le plus gros impact des activités pétrolières sur ces communautés ? C'est l'environnement uniquement ? Non, alors donc il y a deux types d'impacts. Si on schématise, il y a l'impact écologique sur les cours d'eau, les sols, etc., avec les déversements de pétrole, toute une série de mécanismes de production qui ont un impact sur le territoire. Mais il y a bien sûr l'impact social. Cette transformation, cette socialisation des personnes à l'économie capitaliste, au fait qu'elles deviennent ouvrières, qu'elles dépendent désormais d'un salaire, d'un revenu monétaire et non plus de ce qu'elles cultivent dans la forêt. C'est aussi un impact très profond et très Impact durable. sur la santé aussi, du fait de la pollution ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a des analyses de sang, d'urine qui ont révélé chez les enfants des teneurs, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en plomb par exemple, parfois supérieurs au seuil fixé par les autorités sanitaires. Donc des pétroliers qui sont là depuis 50 ans, des communautés qui disent plus ou moins oui à leur présence à condition d'avoir une activité professionnelle. Est-ce que tout ça est stable ? Est-ce que les compromis ont été trouvés ? Ce qui se passe, c'est qu'en même temps que les habitants et les habitantes qui se situent dans le voisinage de la compagnie pétrolière espèrent y travailler ou espèrent en retirer un bénéfice, elles ne perdent pas leur sens critique. Et en même temps, elles peuvent se mobiliser pour dénoncer justement l'impact écologique de cette activité. Donc non, ce n'est pas un compromis stable. Et en permanence, il y a une renégociation de cet ordre-là, sous l'égide d'une organisation qui s'appelle la Fédération Quechua et qui a appris aussi à mobiliser ces personnes pour dénoncer l'impact écologique de l'extraction pétrolière. Dans l'histoire, cette relation, vous dites qu'il y a à peu près 50 ans, il y a eu des affrontements sévères, brutaux, il y a eu des morts. Alors,
sur ce terrain en particulier, il y a eu un affrontement majeur qui a eu lieu en 2008 et qui a fait officiellement un mort, c'était un policier. Et de fait, après, on a retrouvé un habitant torturé et l'enquête n'a pas été menée. Donc, on ne peut pas conclure sur l'origine de la mort de cette personne, mais qui a été assassinée à l'orée de son village. Ensuite, dans la région, il y a eu d'autres affrontements violents, notamment celui qui a eu lieu à Bagua en juin 2009, qui a fait 33 morts, dont 23 policiers. Donc à chaque fois, c'est à la fois le pouvoir, la contrainte physique, la violence physique exercée par les forces de l'ordre, et en représailles, les personnes qui se mobilisent, qui vont soit exécuter des otages, c'est ce qui s'est passé en 2009. Soit, souvent, c'est des personnes qui se mobilisent avec des fusils de chasse qu'ils utilisent au quotidien et qui, en représailles, vont tirer. Et c'est ce qui s'est passé à Andoas en 2008 et qui a donné lieu à la mort de cet officier. Pour que ça soit bien clair, c'est des pétroliers du cru, je veux dire, du Pérou, ou ce sont des multinationales extérieures qu'on connaît, les grandes marques? Alors, ce n'est pas les grandes marques. En l'occurrence, là, il s'agissait, quand je faisais cette enquête, d'une multinationale argentine. En tout cas, c'est sa filiale argentine qui s'appelle Plus Petrol et qui opère principalement au Pérou et en Angola, en Afrique et en Amérique latine. En fait. Aussi en Bolivie, elle a des opérations. Qu'est-ce que ces multinationales apprennent de ces affrontements ou de ces rapports tendus avec ces communautés? Les multinationales se sont professionnalisées, se sont spécialisées dans la gestion des conflits. Donc, en Amérique latine, vous n'avez pas une compagnie minière ou une compagnie pétrolière qui n'est pas un service de ce qu'on appelle des relations communautaires, avec des sociologues, des anthropologues qui sont engagés pour établir une relation pacifiée avec leur entourage, pour négocier de manière informelle, parfois agresser quelques pattes, parfois offrir des services à l'ensemble de la collectivité de manière à limiter la survenue de ces conflits. Ouais, graisser quelques pattes, ça veut dire qu'il y a de la corruption, c'est ça? Alors, on pourrait, oui, ça peut s'assimiler, s'apparenter à de la corruption. Ça peut passer par des mécanismes très légaux, de financement d'associations locales, par exemple, et qui vont avoir pour effet de soutenir financièrement des organisations qui sont favorables au déroulement de ces activités, par exemple, et qui sont rivales avec les organisations plus contestataires. C'est ce que j'ai pu constater sur mon terrain et ce qui a été constaté. Donc les compagnies pétrolières apprennent aussi à stabiliser leurs relations. Oui, tout à fait, ouais. Troisième acteur, c'est l'État. Il se comporte comment, lui? De manière un peu similaire aux compagnies pétrolières privées, l'État péruvien s'est professionnalisé aussi, a appris à mettre en place des politiques de pacification des conflits qui ne passent pas uniquement par la répression armée. C'est ce que j'analyse dans ce livre. En fait, vous avez des spécialistes de résolution des conflits sociaux qui sont formés à ça et un peu comme les cadres des relations communautaires des entreprises pétrolières, vont mettre en place des dispositifs de participation, ce droit à la consultation préalable dont je parlais, qui en fait qui est utilisé, qui est réapproprié par ces fonctionnaires spécialistes de la gestion des conflits sociaux pour tenter d'établir un canal de communication plus apaisé avec les populations locales et leurs représentants. Vous diriez quoi après vos très longues enquêtes terrain? Est-ce que vous diriez que c'est gagnant-gagnant? Ou alors est-ce qu'il y a un déséquilibre encore en faveur de ces pétroliers? On reste pris dans des relations extrêmement asymétriques. Les bénéfices, ils sont empochés par les compagnies pétrolières. Les habitants en retirent un petit revenu monétaire sous la base de salaires, mais qui ne sont même pas des salaires mensuels, parce qu'en fait, l'emploi est rotatif. À moyen et long terme, c'est une dépendance à des salaires qui s'épuisent. Donc, il n'y a pas de fonds qui seraient alimentés par le pétrolier, ces revenus, ces recettes, qui serviraient directement à ces communautés, on est d'accord? C'est qu'à travers les salaires. Il y a des redevances qui sont payées par les compagnies, mais pas directement au village. Elles sont payées aux institutions, à la région ou au département. Et l'une des grandes, les grands motifs de revendication des habitants, c'est de dire qu'en fait, ils n'en voient pas la couleur de cet argent. Vraiment, ouais. On a vu en août 2023 la population de l'Équateur voter contre un certain nombre de forages dans des communautés, là aussi. Est-ce que c'est la solution? Alors, dans le cas de l'Équateur, il s'agit d'un référendum national. Oui. En fonction de l'échelle considérée, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Je ne sais pas ce qui se passerait si on faisait un référendum à Andoas. Mais l'idée a émergé ou pas? Enfin, quand même un exemple maintenant de l'Équateur. Plus que le référendum, c'est la consultation qui est mise en place. Le référendum, c'est quelque chose qui a déjà été testé au Pérou dans le cas de conflits miniers. Et alors?
Ça avait donné lieu au blocage d'un projet en particulier. Donc ça marche quand on donne la parole. Ça peut marcher, oui. Après, là, si on parle de ce terrain où c'est des personnes qui sont déjà habituées à l'extraction pétrolière, si on leur demande leur avis, potentiellement, elles vont demander à ce que l'extraction continue, en tout cas une partie d'entre elles. Et ça ne résout pas le problème de fond, que ce soit le problème social, de la dépendance à ces salaires, le fait qu'elles n'ont plus la possibilité de cultiver, d'être en autonomie alimentaire, par exemple. Et ça ne résout pas le problème écologique, à la fois localement, de l'impact de l'extraction pétrolière, et puis globalement sur l'émission de... Arrêter l'exploitation, ça règle une partie du problème écologique quand même, non ? Écologique, oui. Économique, c'est tout le problème du démantèlement des installations fossiles. C'est que si on se contente de démanteler, d'arrêter l'extraction, mais qu'on ne fait rien pour ces populations qui sont dépendantes, en fait, de cette économie-là... maintenant, elles sont devenues totalement dépendantes, vous signifiez. Oui, le fait de, typiquement, plutôt que de cultiver du manioc, c'est d'autant plus difficile qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent là-bas, elles ont pris l'habitude d'acheter du riz. Et pour acheter du riz, il faut de l'argent. Or, les revenus monétaires là-bas sont très rares. Il n'y a pas de banque là-bas. Il n'y a pas de... voilà. À partir du moment où vous coupez le robinet du salaire, ces personnes se retrouvent dans une situation... difficile. Ouais. Merci beaucoup, Doris Biot-Sao, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.